Bonjour Régis, Bonjour Georges. Fréquence Populaire, Régis Le Sommier, journaliste depuis presque toujours, c'est ta profession principale, reporter, grand reporter, reporter de guerre, entre autres à Paris Match Tout à fait. pendant longtemps et maintenant tu diriges Omerta. Un média qui n'est plus nouveau, qui existe depuis un certain temps et s'est fait remarquer 3 ans. 3 ans maintenant, tant par des vidéos, des reportages de terrain, ce qui est rare. Tu vas régulièrement sur le terrain, alors tu es entre autres lors de la guerre en Ukraine, pendant cette guerre en Mmh. Ukraine que nous connaissons actuellement, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, au plus près de la ligne de front. Mais si on te reçoit aujourd'hui, eh bien, c'est pour le dernier numéro d'Omerta, le magazine, car vous publiez également un magazine qui est, je trouve, moi personnellement, remarquable. Et en particulier, ce numéro-là d'Omerta, le voici. On le mettra aussi en incrustation, qui est, comme son nom l'indique, un magazine d'enquête et qui porte spécifiquement sur la République démocratique du Congo dans la partie est, autour du lac Kivu, très très riche en ressources, en matières premières et malheureusement le lieu de massacres, d'exactions, de guerres, d'affrontements locaux et internationaux qui suscitent l'avidité d'énormément de multinationales. Et alors, non seulement c'est très bien fait, mais je dois vous saluer et toi te saluer à Martin, parce que non seulement vous êtes allé sur le terrain, mais tout simplement vous êtes parmi les très rares à parler de ce qui se passe là-bas, euh, au, euh, au Congo, Zaïre, en République démocratique du Congo, euh, et où malheureusement il y a des massacres à tel point que lorsque vous étiez là-bas, vous avez quasiment assisté à un massacre. Oui, absolument. Vous avez raison de souligner, d'autant que, la question des ressources, je vais revenir après sur, le Kivu et l'Ituri, les régions dans lesquelles nous étions et où effectivement les massacres, par des bandes armées, il y en a environ 150 dans cette zone, sont monnaie courante. Mais pour en revenir sur la question des ressources, et ce qui a changé, dans la région, c'est, l'irruption, comme dans pas mal d'endroits dans le monde, c'est l'irruption et l'arrivée de Donald Trump, qui a proposé, un accord de paix entre les 2 ennemis, sur plusieurs décennies depuis au moins 1994, que sont le Rwanda et la RDC, avec le pillage, des ressources de la RDC. Et Trump est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles, comme souvent, proposant un deal, puisque c'est sa façon de faire, qui amènerait la paix au Congo. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes mardi 2 décembre, jeudi 4 décembre à Washington. Cet accord va être signé, donc sous la houlette de Donald Trump, entre le président de la République du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et Paul Kagame, président du Rwanda. C'est assez exceptionnel, ça va être assez exceptionnel de voir ces 2 individus dans la même pièce, hein. Ce sont des rivaux, affirmés, acharnés, et qui, finalement, acceptent, sous la houlette de Trump, de signer cet accord. Alors très intéressant, pourquoi? Parce que Trump n'est pas arrivé, au Congo, en RDC et dans la zone des Grands Lacs, par hasard. Il y a évidemment, la manne que représentent, les terres rares, et les minerais, dans cette région. On est, dans des proportions où quasiment, 70 de la production de cobalt, dans le monde, est extrait, du Katanga, au sud, de la RDC, région dans laquelle je me suis rendu. Hem Et également, des minéraux rares, en particulier le coltan, sans lequel d'ailleurs nous ne pourrions pas faire, cette vidéo, puisque, le coltan, est essentiel dans la fabrication d'appareils informatiques, de smartphones, d'ordinateurs, et il ne se trouve sur terre que dans la région du Kivu.
Alors aujourd'hui, dans cette région, se déroule une guerre, on va dire par milices interposées, sauf que c'est sur le territoire du Congo RDC, entre un groupe qui a pris le contrôle d'un certain nombre de villes, comme Goma, Bukavu, entre autres, les 2 principales, qui s'appelle le M23 et qui est composé de Tutsis, autoproclamés, congolais, mais en réalité, pilotés par, l'armée congolaise et qui, finalement, prennent des territoires avec, dans le but d'en annexer un maximum, pour le bénéfice, d'abord de leur propre, mouvement, mais aussi surtout, pour le bénéfice du Rwanda, État, qui se déclare exportateur de coltan, exportateur de manganèse, exportateur d'un certain nombre de minerais rares, alors qu'il ne possède pas ces minerais sur son territoire. C'est assez intéressant. Alors, Donc voilà. Fréquence populaire, c'est notre média, mais c'est aussi le vôtre. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est une manière particulière de s'organiser, de fonctionner. C'est un choix politique au sens noble du terme. Nous avons fait le choix de faire de Fréquence populaire un média, un véritable média organisé sous la forme d'une SKIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi? Parce que l'information, vous le savez, est bien trop captée par le pouvoir politique qui en use et en abuse, par l'oligarchie financière qui la possède, et par quelques actionnaires invisibles qui orientent la ligne éditoriale en fonction de leurs intérêts. Les coopératives de presse ont une longue histoire en France et en Europe. Elles ont émergé chaque fois qu'un peuple voulait se réapproprier son information. Des journaux ouvriers du 19e siècle, au grand titre de la libération organisée en coopérative, le principe a toujours été le même. Si l'information appartient à tous, alors elle peut servir l'intérêt général. Au contraire, quand l'information appartient à quelques-uns, elle ne sert que l'intérêt privé. Et lorsqu'un média appartient à celles et ceux qui le soutiennent, il ne peut être acheté, manipulé ou étouffé par des forces extérieures. C'est exactement ce que nous voulons faire aujourd'hui avec Fréquence Populaire. C'est pour ça que nous ouvrons ce média, comme nous vous en avions déjà parlé, à la souscription. Pour devenir sociétaire de Fréquence Populaire Média, eh bien, nous vous appelons à une souscription de 150 € qui est déductible des impôts à hauteur de 66%, si bien sûr vous êtes soumis aux impôts sur le revenu. Vous verrez les informations sur une page dédiée que vous trouverez en bas de nos vidéos ou sur le site fpop.media. En devenant sociétaire, vous pourrez participer à la gouvernance de Fréquence Populaire et contribuer à bâtir un média réellement indépendant en ayant accès aux comptes de ce média et, bien évidemment, en participant à bâtir sa ligne éditoriale. Si vous pensez que la démocratie commence par une information libre, si vous refusez de laisser l'actualité être filtrée par les intérêts privés, alors rejoignez-nous, donnez-nous la force de continuer le combat que nous menons, mieux encore que nous le faisons jusqu'à maintenant. Construisons ensemble un média qui ne doit rien aux puissants, un média qui n'appartient qu'à celles et ceux qui le font vivre, c'est-à-dire vous, nous et bien sûr ceux à qui il est destiné, le peuple. Pour revenir avant de développer sur la M23 et le Rwanda, on est dans une... alors d'abord, on est dans la suite d'un problème colonial, parce que c'est un ancien territoire qui avait été tenu par la France, puis ensuite par la Belgique, qui est gigantesque, comme tu le dis, extrêmement riche, qui devrait être une des puissances mondiales, compte tenu des richesses mais qui malheureusement, comme tu as pu le voir, j'y étais moi aussi il y a très longtemps, en 96, est Mmh. extrêmement pauvre, Mmh. c'est le moins qu'on puisse dire. Les drames là-bas sont massifs. On parle de, difficile à déterminer, entre 8 et 12 millions de morts Oui, sur 25 ans, entre autres suite au génocide du Rwanda, au conflit au Rwanda et à la mainmise par le Rwanda de Paul Kagame sur toute la zone, par lequel absolument. s'est imposé M23 en premier lieu. Oui, tout à fait. C'est très intéressant cette statistique qui, c'est 8 ou 12 millions, c'est-à-dire que c'est tellement, énorme, on se rendait compte, on parle d'une statistique où, on n'est pas sûr sur la disparition de 4 millions de personnes. Ça montre, l'isolement, de cette région, isolement d'ailleurs au sein même, de la République démocratique du Congo puisque,
Il n'existe pas de route, par exemple, pour rejoindre, la capitale Kinshasa et même Kisangani, qui est une ville moyenne, à peu près au milieu du territoire, ou même, Lubumbashi qui est au sud. Il existe très peu, de d'axes, pour arriver, dans le Kivu, en Ituri. Pour nous, journalistes, on se déplace en avion en faisant des sauts de puce, à travers le pays. C'est un pays qui fait 2,3 millions de kilomètres carrés, donc c'est extrêmement difficile à contrôler. Évidemment, le Rwanda, qui est beaucoup plus petit et je dirais mieux armé, mieux équipé, sur lesquels la communauté internationale, quelque part, a misé dans la région, en particulier depuis, l'époque, du génocide, depuis 1994, eh bien, ça a créé cette situation où, le Rwanda, est intervenu, à plusieurs reprises dans l'est du Congo. Officiellement, c'est toujours pour, traquer, un groupe qu'on appelle les FDLR, qui est un groupe, qui est censé qui est composé d'anciens de Kivu de Hutus, accusés d'avoir, perpétré le génocide des Rwandais, et que, les Tutsis, et Paul Kagame, chercheraient à traquer sur le territoire, du Congo. Sauf que le Alors bon, prétexte, on est d'accord, ça fait 29 ans qu'il est, traîné, oui, quasiment 30 ans, 3 décennies à traquer, et oui. puis sur, autant de morts, il y a quand même un paquet qui ont dû y passer, en réalité. Bien sûr, et aujourd'hui, prendre ce prétexte, c'est pour traquer qui et quoi? Je veux dire, 25 ans, voilà, des gens qui avaient 20 ans à l'époque, bon, OK, ils peuvent avoir 45 ans ou 50 ans aujourd'hui, mais il en reste plus beaucoup, et ça reste toujours l'éternel, problème, ça reste toujours l'éternel prétexte, pardon, et en réalité, il y a une myriade d'autres groupes dont les intérêts, vont de pseudo, on va dire, activités politiques, mais qui sont en fait surtout, des gangs qui pillent la région. Pas seulement la question des minerais, hein, je m'attarde en particulier à celui que nous avons couvert en en août dernier en nous rendant sur place. Drame qui a eu lieu au nord du Kivu, heu, dans la zone frontière de l'Ituri, en fait, et qui, dans la commune de Komanda, où 40 chrétiens ont été, massacrés, à la machette par, un groupe, ougandais, affilié à Daesh, qui s'appelle, l'AFD ADF NALU. C'est, Action des forces démocratiques. Encore, il y a toujours des termes démocratiques, mais qui recouvrent des réalités, où on est avec des gens qui massacrent des gens à la machette, d'autres gens à la machette, et qui sont en fait des rebelles, ougandais, ayant fui l'Ouganda, pour y avoir tenté d'y imposer un califat, qui en 2017, de façon opportune, à l'époque à l'époque de la splendeur de Daesh, eh bien, ont rejoint, l'appellation. On peut pas dire qu'ils soient aujourd'hui, soutenus, mais en tout cas, ils ont gardé cette filiation, ils ont gardé ce radicalisme, mais en réalité, derrière ça, leur cible, c'est le commerce du bois, le commerce du café, et pour ce qui est de l'Ituri, le commerce de l'or, qui est, dans la région, heu, regorge un peu partout. Donc effectivement, derrière des massacres, on va dire, liés, à la religion, en fait, ADF NALU, massacre à peu près n'importe qui. Ils sortent des forêts, ils font des razzias dans les villages, ils tuent, ils brûlent aussi, des véhicules, ils brûlent des maisons, et ils repartent d'où ils étaient partis, en prenant, et ça c'est un classique, de l'Ouganda souvent, des enfants soldats. C'est-à-dire qu'ils vont couper, des jeunes, de leur famille, en les prenant en otage avec eux, pour les transformer en enfants soldats. Donc c'est vraiment cette terrible réalité, où, finalement, on s'est rendu compte aussi que, les victimes, dans ce massacre de Komanda, étaient des chrétiens, des Nandes, de l'ethnie Nande, qui, sont originaires, eux, du Nord Kivu, donc déjà déplacés. Donc en fait, c'est des réfugiés ougandais contre des réfugiés, d'une autre région du Congo, qui se massacrent, ou en tout cas qui l'un massacrant l'autre, voilà.
C'est une petite fenêtre, mais très révélatrice, sur, le type d'activité qu'on a dans ces régions, avec une armée, qui tente effectivement tant bien que mal, d'intervenir. Il y a aussi la question de l'ONU, qui a des troupes présentes sur place, en particulier dans la ville de Komanda, hein. Le massacre s'est produit à moins de 2 kilomètres de la base de l'ONU locale, qui n'a pas réagi, qui n'était pas au courant, mais qui a par contre, offert ou en tout cas prêté, une pelleteuse pour pouvoir creuser la fosse commune. Nous avons assisté justement aux obsèques, c'est la photo de couverture, À couvert, du parce que du j'ai bien. documentaire que vous a du magazine que vous avez montré, c'est, l'ONU qui vient pour encadrer, la comment, le creusement d'une fosse commune, pour les victimes, de ce massacre. Voilà. Voilà la triste réalité de ces endroits avec, également voilà, une capacité de la part de ces groupes d'évoluer, de se dissimuler dans la nature, de partir, de s'éclipser et une quasi-impossibilité pour l'armée, présente, dans les grands axes et dans les grandes villes, du secteur, notamment à Bunia, de contrôler, efficacement la région. Alors le documentaire, écrit, est très riche. Ça va être difficile de tout aborder et donc de toute façon, je vous invite, si vous l'avez pas encore fait, à vous procurer ce numéro, d'Omerta, vraiment Oui, très, très je précise, Georges, au aussi à regarder si vos auditeurs le veulent, on pourra peut-être mettre le lien, YouTube. On a diffusé le documentaire dans son intégralité gratuitement sur la chaîne YouTube d'Omerta. Voilà, bah, il sera de toute façon, voilà, vous le voilà, trouverez là en bas de le lien, exactement. en bas de la vidéo, Mmh. bien évidemment. Heu oui, je disais, c'est en plusieurs, volets. Est-ce que, dans ce numéro, vous abordez l'histoire du Kivu et l'histoire de la région? Vous abordez les il y a un très bon tableau ethnographique, et géographique, pour expliquer, heu, l'histoire et comment tout ça s'est mis en place. Et il y a la partie, on va y revenir, Rwanda, et implication de la France. Est-ce que Mmh. vous défendez, avec quelques autres, entre autres en parlant de Pierre Péan, en faisant parler Oui, le colonel Hogar, qui était oui. un des chefs militaires français, Mmh. de l'opération Turquoise au moment, enfin après le génocide des, Tutsis par les Hutus au Rwanda. Mais, vous notez, en filigrane aussi bien le problème à l'époque de la gu du génocide et du conflit de Rwanda en 94, Mmh. ce qui se passe jusqu'à maintenant, la forte, forte influence quand même des Anglo-Saxons, en particulier des Américains. Et cette paix qui va être signée dans 2 jours, enfin, à Washington, Mmh. paix dont se targue, Donald Trump. D'abord, 2 questions. Est-ce que c'est vraiment une paix ou c'est, une paix d'apparence? Et puis, est-ce que tout ça n'est pas une continuation du pillage de ces ressources par les Américains? Parce que si je ne m'abuse, d'après ce que vous avez écrit, heu, dans les accords, c'est 40 des richesses, de la République démocratique du Congo qui vont partir aux États-Unis. Oui, tout à Quand fait. même, c'est loin physiquement. Oui, c'est vrai que c'est un accord qui semble, un accord de dupes, pour les ressortissants de la RDC. 40, vous notez en effet, 40 qu'il va falloir aussi, on va dire, autour desquels il va falloir composer avec la Chine, qui actuellement profite, et depuis des décennies, du chaos, de l'Est du Congo pour préempter, les petites sociétés, je dirais aux mains, des milices armées, de groupes armés, ou en tout cas contrôlés par ceux-ci, pour finalement faire, pour son propre bénéfice. Il existe aussi, de la part de la Chine des structures, parfaitement, légales. J'ai visité, pendant ce reportage la mine de, Fungurume, qui s'appelle le TFM, qui est une mine contrôlée par les Chinois, à l'origine une société américaine, rachetée par, glissement, on va dire de propriétaires, finalement par les Chinois et dont les Américains aujourd'hui se mordent les doigts. Pourquoi? Parce que, il s'agit d'une des plus grosses exploitations de cobalt,
hem, au Congo, et qu'on sait que le cobalt aujourd'hui est essentiel, notamment en particulier pour confectionner des batteries, pour les véhicules. Je donne souvent cet exemple, mais il est bien de le rappeler que pour une Tesla, donc les voitures produites par la compagnie d'Elon Musk, il faut 10 kilogrammes de cobalt par voiture. Et donc le cobalt transite depuis, cette mine, donc qui est située au Katanga, entre, Kolwezi et Lubumbashi. Elle passe, par voie ferroviaire par la Zambie, elle transite par la Tanzanie ensuite, jusqu'à Dar es Salaam, qui est le grand port, sur l'océan Indien, et depuis Dar es Salaam, elle va en Chine où le minerai est retraité de façon justement à pouvoir, servir de composant aux batteries, et donc aux batteries pour les véhicules. Donc actuellement, Elon Musk est obligé d'acheter une partie, de ce cobalt aux Chinois, et ce que voudraient faire les Américains, c'est rééquilibrer cet accès, aux richesses, en sachant qu'à une époque, ils ont quand même laissé partir un certain nombre de mines, dans l'escarcelle des Chinois. Donc il va y avoir forcément un rééquilibrage si cet accord est signé, parce que ce qu'apportent les Américains cette fois-ci, et c'est là où c'est différent, de ce qui se passait précédemment, c'est-à-dire de l'héritage de en fait, sur la région des Grands Lacs, on peut dire que, au niveau du traitement du Rwanda, donc victime d'un génocide pour lequel la communauté, internationale a accouru, mais, on va dire que là, il y a eu une action, des Américains, en particulier pendant l'ère Clinton. Et l'ère Clinton a fait du Rwanda une sorte de pilier, de sa politique dans la région, perturbant évidemment l'est du Congo et provoquant quelque part cette catastrophe. On précise par exemple que le génocide, rwandais, qui est une autre atrocité absolue, dans l'histoire humaine, c'est 800 000 morts en quelques mois. Le chiffre des morts à l'est du Congo, c'est 10 millions de morts en 25 ans, ce qui est absolument considérable, et donc mais les 2 ne sont jamais mis sur le pied d'égalité, parce que, ce qui se passe au Kivu est difficile d'accès, on ne s'en préoccupe pas, et je vous dis, il y a cette question des minerais derrière. Donc vous disiez, oui, un pays extrêmement riche, un pays qui devrait, à mon sens, être, aujourd'hui les États-Unis de l'Afrique, si la logique était respectée. En raison de la présence de richesses aussi considérables, parfois exclusives, je le disais, comme le coltan sur son sol, eh bien, devient, l'objet de prédation, de la part de ses voisins. Il n'y a pas que le Rwanda, hein. L'Ouganda, qui aujourd'hui a un accord militaire avec l'armée congolaise, hem, la FARDC, aujourd'hui est plutôt, on va dire, joue les bons élèves, mais longtemps il a, empiété et pillé ces régions-là au même titre que le Rwanda l'a fait, peut-être moins, mais en tout cas il l'a fait. Et vous avez eu un certain nombre de prédateurs africains qui, génération après génération, sont venus quelque part se servir dans ce pays. À un moment, au moment de son indépendance, dans les années 60, la région du Katanga était devenue indépendante. On avait fait, une sorte de paradis, des minerais, avec des intentions évidemment derrière, de business. Donc il y a eu, tout un tas de révoltes, de révolutions, jusqu'à, également le soulèvement des fameux tigres, du Katanga, contre lesquels la Légion étrangère en 1978 est Et oui, intervenue. celui du Kolwezi. Voilà, sur Kolwezi, pour justement libérer, cette région de l'étau, de ces groupes, soutenus par des voisins de la RDC, et qui, avaient pris en otage les ressortissants belges, et les ressortissants européens, et qui étaient encore nombreux à l'époque. Il y en a encore, hein, aujourd'hui, mais voilà, et la Légion, le fameux sceau de la Légion est resté célèbre dans l'histoire, mais il visait aussi à mettre un terme à déjà un groupe armé, particulièrement sanguinaire, qui, tentait, justement de prospérer, sur ces minerais, et donc on n'a pas beaucoup évolué. La région du Katanga est extrêmement bien tenue, ça on a pu le remarquer, par, des généraux, comme Eddy Capen par exemple, des gens, qui ont, des généraux, congolais qui,
on va dire, sont des fidèles du président, Tshisekedi, mais ce même président n'est jamais à l'abri, d'un coup d'État. Récemment, des hauts gradés ont été arrêtés, il y a quelques mois avant notre arrivée, donc ça remontait plutôt à avril-mai. Le chef d'état-major a été aussi, fait l'objet d'une enquête et a été arrêté. Tout ça parce que effectivement le Rwanda tente, toujours d'intervenir dans les affaires intérieures de la RDC et finalement joue toujours un rôle de déstabilisation. Le plan Trump arrive à point nommé pour le Rwanda. Ils vont céder, oui, un certain nombre de minerais. Le Rwanda également va récupérer, fait pas une mauvaise affaire dans l'histoire parce que ils vont récupérer aussi un certain pourcentage, des terres rares, donc officiellement, sous la houlette de Trump. Mais en échange, le Congo, lui, va pouvoir, heu, peut-être, en tout cas, recevoir, une aide militaire, parce que les Américains ont dit qu'ils n'interviendraient pas, au sol, mais ils vont recevoir une aide militaire américaine, qui, espèrent-ils, leur permettra, de mettre un terme, à l'instabilité chronique qui existe dans l'est du pays. Donc à suivre, on verra si Donald Trump arrive à faire mieux parce qu'il y a déjà eu des accords de paix ou de quasiment accords de paix, hein, beaucoup, qui n'ont pas donné grand-chose. Heu et vous avez raison de rappeler que les choses ne changent peu. Régis Le Sommier, j'invite, ceux qui ne connaîtraient pas de regarder un très, très bon film de 1978, Les oies sauvages, Oui, The Wild Geese avec, Richard Burton, Michael Moore, Stewart Granger, très, très grands acteurs. Finalement, l'armement a un peu changé encore, quoique. Mais les choses n'ont pas beaucoup changé. Et vous parliez de rééquilibrage. Alors, rééquilibrage entre les États-Unis et la Chine. On a vu que les États-Unis ont vraiment beaucoup besoin de terres rares, vu qu'ils ont perdu leur guerre tarifaire contre la Chine, qui a le contrôle, pour le mmh, moment, mondial, en fait, sur les terres rares. Mais c'est en termes de profiter des richesses du sol, on est quand même dans du néocolonialisme, brutal. C'est-à-dire que ouais. le rééquilibrage est faible pour la RDC. Ah oui, tout à fait. Il est faible, mais il existe quand même, il suscite un immense espoir. Hem Cette situation, qui perdure, inquiète, les Congolais, la présence du M23, l'extension justement des territoriales du M23, avec les prises, en janvier dernier de Goma et Bukavu, hem, a provoqué une onde de choc, créé encore des réfugiés, perturbé des chefferies, où, des chefs coutumiers ont été, contraints de s'exiler. On en a rencontré un certain nombre à Kinshasa, nous racontant que, la région était l'objet d'atrocités de leurs proches et cetera. On a vu aussi des témoignages d'étudiants, venus de l'Est, à Kinshasa qui ont perdu leur famille, qui n'ont plus de nouvelles de leur famille, de leur père, de leur mère et c'est là le problème parce que quand on envoie, quelqu'un de sa famille dans ces régions pauvres étudier à Kinshasa, on lui envoie de l'argent et la vraie question pour ces étudiants, c'est de pouvoir manger, tout simplement, parce que ce n'est absolument pas garanti. Alors vous avez des associations qui leur viennent en aide, mais les étudiants, de l'Est se retrouvent orphelins parfois et ne savent pas du tout quoi faire. Je vous donne ces exemples-là, il y a plein le Rwanda, le Congo, comme le Soudan aujourd'hui, est l'un des pays où il y a le plus de déplacés de l'intérieur. On les appelle pas des réfugiés, on les appelle des déplacés, c'est le terme. Je crois qu'on est à 6 ou 7 millions de déplacés dans le pays. Je crois qu'un chiffre à peu près comparable pour le Soudan. Alors comme ils ne viennent pas occuper un autre pays, ils sont moins visibles évidemment, mais en tout cas, c'est une réalité, sur laquelle, le Congo a énormément de mal, à travailler, c'est un problème qui est très difficile à résoudre et on a pu le constater sur place et pour revenir sur Trump, l'hypothèse en fait que là où, je vais parapher, Alain Juillet qui connaît très, très bien la région et qui expliquait que, Trump en fait a fait tout simplement au lieu de s'adresser au Rwanda qui, comme je le disais précédemment, est exportateur, de ces minerais, Trump préfère s'adresser fait le constat, préfère s'adresser
au propriétaire, à celui qui possède les minerais à l'origine, c'est-à-dire le Congo. C'est ce constat qu'il fait, et ça suscite, on va dire, un bouleversement des habitudes des Américains dans la région, qui tentaient, depuis l'époque de Clinton, quelque part, d'obtenir ce qu'on pourrait appeler la balkanisation, c'est-à-dire de créer des proto-États. Alors, est-ce que ça va être le cas avec l'action du M23? C'est-à-dire, est-ce que finalement la zone contrôlée par le M23, si l'armée congolaise ne parvient pas à... Alors, officiellement, il y a un accord de paix, mais on a appris que tout récemment, le M23 était rentré à nouveau dans certaines îles et promet d'annexer encore des territoires. La question, c'est est-ce que le M23 va créer son propre proto-État? Et jusqu'à présent, l'action des Américains dans la région, particulièrement dans la région des Grands Lacs, hein, puisque c'est là où tout se passe, consistait à finalement morceler ces grands ensembles pour pouvoir finalement disposer de dominion. C'est intéressant que le génocide du Rwanda se passe en 1994 et que ce mouvement existe depuis. C'est 94, vous le savez bien, Georges, c'est la question des Balkans, la question de la Bosnie. On est dans le même processus avec plus tard la création du Kosovo, de la Macédoine, des sortes de proto-États administrés plus ou moins par les Américains. Quand vous allez au Kosovo aujourd'hui, le principal bâtiment à Pristina, le plus grand, c'est l'ambassade américaine, et les 2 dernières statues à avoir été érigées dans la ville, c'est la statue de Bill Clinton et celle de Madeleine Albright. Donc voilà la création américaine quelque part. Il faut rappeler que Paul Kagame avait lui été aussi formé à Fort Bragg. Oui, Voilà, ah bon, mais complètement. Donc on est dans un homme l'activation. américain. Voilà. Alors avec Trump, c'est l'aspect business qui prend le dessus. C'est l'intérêt américain qui prend le dessus et qui offre une nouvelle perspective aux Congolais, au point que, j'ai... Et en réalisant l'objectif initial, quelque Oui, part. quelque part, de mettre le contrôle sur le pays, mais Ah oui. si vous voulez, avec l'espoir de respecter la souveraineté du Congo et l'espoir de mettre un terme à la guerre à l'Est. C'est quand même pas rien, et pour les Congolais, ça vaut, tout. Et vous avez, et j'étais le premier surpris de constater, dans les rues de Kinshasa, des portraits de Donald Trump saluant l'accord, le même Donald Trump dont certains... Je me souviens d'un sujet en Roumanie, où vous aviez des candidats, je parle pas de Georges Chimion, de Georgescu, mais vous aviez d'autres candidats pro-Trump qui affichaient le portrait de Trump dans le centre-ville de Bucarest. Donc l'effet Trump est considérable, et là il suscite l'espoir, espoir de paix, espoir de voir les choses s'améliorer dans une situation qui, vaut bien dire, pour l'armée congolaise, est absolument dramatique. Mais et voilà, la promesse de Trump a suffi à enthousiasmer beaucoup de Congolais et leur redonner l'espoir. C'est ce que j'ai lu dans très à la fin, entre autres du reportage, il y a une interview du président de la République démocratique du Oui, Congo, Félix Tshisekedi, j'ai dit. et justement, voilà, Donald Trump a fait naître un espoir de paix en RDC. C'est très important, donc à suivre. Heu, 2 questions, alors d'abord une question, comment vous expliquez, Régis Le Sommier, vous qui avez, couvert tant de conflits, et heu ce manque d'émotion, ou par rapport à ces drames-là qui quand même durent depuis des décennies, Mmh. entraînent comme on l'a dit, des morts en nombre innombrable, en millions, des millions de déplacés, évidemment tout le reste qui va avec, les viols, les maladies, les non-accès à l'éducation, enfin bon, la pauvreté endémique, et provoque moins de passion. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de passion pour, par exemple, les Palestiniens à Gaza, évidemment, au contraire. Mmh. Mais comment ça se fait que ça ne par exemple, ça n'intéresse pas les jeunes en Occident, en France? C'est très étonnant. Non, Comment vous je l'expliquez ça? pense que ça fait partie malheureusement d'une vision de l'Afrique, sur laquelle nous projetons, quelque part, même si on n'y est plus présent, et même si la France a opéré son retrait, en particulier d'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y a une méconnaissance de la réalité de ces régions-là. D'une part, le fait que ce qui s'y passe ou ce qui s'y est passé n'est absolument pas enseigné. Alors déjà, pour enseigner notre propre histoire nationale, on a du mal. Alors en plus, si c'est pour enseigner l'histoire coloniale, alors que bon, elle est riche, hein, dans cette région, elle est tragique aussi, hein, avec comment la conquête par
Léopold, et les Belges, qui ont laissé quand même des traces assez, sanguinaires. Bon, l'histoire du Rwanda aussi, elle est très intéressante. Il y a le principe de ces royaumes, du Rwanda, du Burundi, je crois que c'est le royaume de l'Itara qui existait à l'époque et qui englobait le Kivu et qui explique, aujourd'hui les prétentions, qu'ont les Rwandais à s'étendre à l'ouest dans ces zones et ce qu'ils mettent en avant justement pour expliquer leur conquête ou en tout cas le travail de sape qu'ils font, sur les autorités locales grâce à leur proxy, en particulier aujourd'hui le M23. Donc je crois que c'est complexe, tout ce qui est complexe, ben, on préfère le mettre de côté. Puis on a eu cette attitude qui reste une attitude néocoloniale de considérer que ce qui se passe en Afrique, bah, en gros, c'est un peu des sauvages, ça nous concerne pas, alors qu'en fait, en réalité, sur la question des terres rares, ça nous concerne, hein, parce que c'est quand même, en fait, si vous voulez, quand j'ai visité cette mine, chinoise de cobalt, je me suis dit: «Bah, je suis pas étonné». En fait, j'ai fait ce constat, mine gigantesque, hein, plusieurs centaines de kilomètres carrés exploités, dont, finalement l'exploitation se terminera, dans quelques décennies, hein. Elle est pas, c'est pas ad vitam, hein, mais, les ressources du Congo finiront par s'épuiser, mais elles sont encore très importantes. Mais, cette mine chinoise m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit: «Voilà, ils contrôlent le cobalt, ils le raffinent chez eux, enfin, en tout cas, ils le traitent chez eux, ils nous le vendent, mais surtout, ils le gardent pour eux et c'est pas étonnant de voir, tous les mois, je sais pas si vous avez remarqué Georges, mais, vous regardez dans les rues, parfois, vous avez des véhicules chinois avec des marques dont vous avez jamais entendu parler. Vous en voyez 1, 2, 3 et puis, qui vous proposent, j'ai vu, les Chinois ont repris la marque MG. Moi, je suis fan de voitures anciennes. J'ai une petite MG qui date de 1963. Je peux vous dire que les MG revus et corrigés par les Chinois, ça ressemble plus du tout à ça. Mais, si vous voulez, ils en ont vendu 100 000 en France, même considérable, à des prix et des tarifs défiant toute concurrence. J'ai vu qu'il y avait une voiture l'autre jour, un SUV à 30 000 €, tout compris. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça coule littéralement notre industrie, automobile et la possession qu'ils ont de ces terres rares qui permet justement ces voitures électriques et qui permet finalement de voilà, ils ont le que nous n'avons pas. Je rappelle aussi, ça c'est une chose qu'il faut vraiment, prendre en compte, c'est que, le traitement, le Congo était une ancienne colonie belge, mais les Français ont évidemment leur mot à dire parce qu'il s'agit du premier pays francophone au monde. Vous avez à peu près 100 millions de locuteurs français au Congo. Et je peux vous dire que pour avoir pas mal passé de temps au Mali, au Burkina, au Niger, quand vous êtes au Mali, bien souvent vous discutez avec un Malien en français, et puis dès qu'il discute avec son copain, y compris dans l'armée, ils reviennent avec et ils repassent sur leur dialecte aussitôt. Moi, j'ai vu des Congolais, beaucoup de Congolais, parler français entre eux, jouer le jeu de la francophonie. Toutes les inscriptions dans Kinshasa, qui est une ville immense, plus de 20 millions d'habitants, tout est écrit en français, parfois avec quelques petites fautes d'orthographe, mais si vous voulez, le français existe, il est vraiment présent, enraciné. Et ce que nous dit le président Tshisekedi, il nous dit mais revenez les Français. Alors il y a eu cet épisode avec Macron, il s'est mal passé, comme ça s'était mal passé au Burkina, comme mais Macron n'est pas responsable de tout. Mais en l'occurrence, c'est quand même assez désarmant de constater que ce sont des Chinois qui viennent exploiter ces mines dans le pays le plus grand pays francophone au monde. Et nous, notre industrie, qu'est-ce qu'on pourrait on pourrait utiliser ça aussi. Il n'y a pas que les Américains et les Chinois qui doivent disposer des terres rares. Ça fait partie de notre capacité, sans doute, à se projeter dans l'avenir. Et nous avons cette manne avec des gens qui parlent notre langue, qui demandent simplement, finalement, à ce qu'on leur parle un peu différemment de la façon dont on leur parlait avant. En les respectant un peu plus. Comment? En les respectant un peu plus. En les respectant un peu plus. Ils demandent pas tellement grand-chose, mais je pense qu'ils préféreraient intrinsèquement peut-être, vendre à des Français, qui avec lesquels ils partagent quand même, une langue et certaines habitudes. Il y a des Congolais qui habitent en France, il y a des alors bon, évidemment, vous allez me citer Maître Gims, mais il est pas très apprécié au Congo, j'ai remarqué, et le Congo d'ailleurs n'aime pas tellement le rap. C'est intéressant, ils ont leur culture, ils ont leur musique, Alors que ils sont assez hermétiques à tout ce qui est influence américaine, hip-hop, et cetera. Et Maître Gims, ils le connaissent.
Mais bon, on n'entend pas Maître Gims là-bas, ils ont plutôt tendance à le considérer comme quelqu'un, ayant fui le pays et ayant un peu tourné le dos aux siens. Voilà, c'est souvent les reproches qu'on entend. Voilà. Alors bon, pour terminer, il nous reste peu de temps, cher Régis. Heu, Est-ce que, la non-présence de la France ou que vous soulignez, que ce soit à Kinshasa ou pour, participer à l'exploitation des mines, heu, dans le Kivu, dans le Katanga ou dans le Katanga, est-ce que c'est lié, au sentiment de culpabilité lié entre bon, déjà à la colonisation, mais spécifiquement au Rwanda et à l'instrumentalisation qu'en fait le Rwanda et Paul Kagame spécifiquement? C'est-à-dire de la Oui. participation supposée de la France, au génocide. Alors là, vous avez plusieurs très bons articles, entre autres, bah, justement d'Anna Juillet et l'excellent colonel Jacques Hoggard de la Légion étrangère, Mmh. qui était colonel à ce moment-là. Heu, vous vous rappelez le livre de Pierre Péan? Tout à fait, nous avons une analyse de Pierre Péan, papier écrit par Jérôme Bénard aussi. Comment c'est instrumentalisé, aussi bien au Rwanda qu'en France? Parce qu'en France, on a des vecteurs de culpabilisation et de responsabilisation de la France dans ce génocide. Bah, je crois que c'est en effet, il y a eu une sorte de pris parti médiatique, et politique, à l'époque, on va dire, qui a, provoqué justement cette espèce de mauvaise conscience et on continue heu, je vais dire, à agir sur la comment, sur l'effet de cette mauvaise conscience liée au génocide rwandais. Je crois que de ce point de vue-là, notre attitude est figée dans le temps. Elle ne prend pas du tout compte, la réalité et en particulier les massacres, qui ne sont pas ethniquement définis. C'est-à-dire que, il y a plusieurs types de massacres, comme il y a plusieurs types de grou de là, avec le Rwanda, vous aviez les Hutus contre les Tutsis, les Hutus contre les Tutsis, pardon, même s'il y a eu aussi, des massacres de Hutus par des Tutsis, mais globalement, c'est les Tutsis qui ont été le plus visés et donc il y a eu, on va dire, une sorte de comment, heu, de de victime, la victime Tutsi et les réparations qui vont avec et je pense qu'on continue, c'est ce qu'explique le colonel Hoggard, ce qu'explique aussi, Charles Onana qu'on interviewe, ce franco-camerounais qui s'est intéressé, qui a eu beaucoup, qui a beaucoup pris de coups en expliquant, certaines réalités. Je ne partage pas tout, ce qu'il dit, mais il a vraiment, il a été condamné et c'est un franco-camerounais qui n'avait rien à voir avec le Congo, mais qui a voulu mettre en avant et en exergue, ce qui s'y passait en trouvant ça particulièrement injuste. Ce qui explique que Jacques Hoggard, c'est l'honneur de l'armée française qui a été sali quelque peu, dans cette histoire, toujours au profit de politique en fait et cette situation perdure alors que la réalité d'aujourd'hui montre que, eh bien, le Rwanda, d'ailleurs, politiquement est beaucoup plus, moderne que le Congo, même si, le Congo fait des efforts. Le Rwanda, a reçu beaucoup d'argent, il est riche, et aujourd'hui, il développe des techniques, on va dire, de déstabilisation de l'Est, qui sont, via, ces groupes comme le M23, mais il y a pas que le M23 d'ailleurs, toujours avec le même prétexte de se venger, des FDLR qui sont résiduels aujourd'hui. Bref, tout ça est mis en place avec peut-être même, selon certains, représentants du même M23, des ambitions de monter sur Kinshasa et de provoquer des coups d'État. Donc on est voilà dans un pays, le Congo, qui aussi, il faut pas l'oublier, a été gangréné par des gens qui étaient proches, du Rwanda, qui ont été au sein même de l'appareil politique à certaines époques et qui, depuis Tshisekedi, finalement, ont reflué. Pas dire que le président, actuel ait toutes les solutions à tout, mais en tout cas, il essaye de développer une politique nationale, authentiquement nationale, d'après ce que je crois. L'aide de Trump est une opportunité qu'il a décidé de choisir et donc on verra, jeudi, à Washington, cette signature historique, si elle a lieu, je pense que là, c'est bien parti, entre, ces 2 chefs d'État ennemis, rivaux, et peut-être, pourrons-nous espérer que, le Congo connaisse enfin la paix et qu'on arrête ce massacre de millions et de millions de personnes, dans ce pays, dans l'indifférence générale. Mais jeudi, 4 décembre, donc espérons que ça tournera mieux que les accords entre, d'Oslo Oui, avec Clinton. En tout cas, félicitations encore une fois donc, au merci. médecin, vous procurez ce
ce formidable reportage qui permet d'apprendre ce qui s'y passe. Encore une fois, Ouais. vous brisez justement l'omerta sur ce sujet. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, Merci Georges. et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà pour cette interview avec Régis Le Sommier. Sujet extrêmement intéressant, très peu abordé. République démocratique du Congo, Rwanda, conflit interethnique, massacre de masse, et peut-être, enfin pour cette région meurtrie par 3 décennies d'affrontements et de conflits, peut-être une fenêtre d'espoir vers la paix. On l'espère. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, bien évidemment de commenter, ça aide pour le référencement, et de partager cette vidéo. Également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait sur YouTube. Mais même si vous regardez nos vidéos sur YouTube, eh bien, ça nous aide si vous vous abonnez sur d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous pourriez être, comme TikTok, comme Instagram, ou également Telegram. Voilà, abonnez-vous sur le fil Telegram. Ça vous permet d'être informé de ce que nous faisons, en particulier si jamais un jour il venait euh, que nous nous prenions un coup de bouclier démocratique européen, et que telle ou telle vidéo, vous n'en soyez pas informé. Ah, comme ça, vous êtes informé. Encore une fois, ça ne vous coûte rien. Également, n'oubliez pas, nous avons maintenant, depuis plus de 2 mois, le portail média de Fréquence Populaire, fpop.media, fpop.media. Vous y avez accès à de très nombreux articles, analyses, qui ont une longue durée dans le temps, hein, pour certains. Certains sont d'actualité brûlante, mais d'autres sont des analyses de long terme, donc peuvent être lues, relues. Pour cela, il vous suffit de renseigner un email et vous avez accès à l'ensemble des articles sans aucune publicité. Et pour ceux qui voudraient nous aider, car nous avons besoin, bien, de votre soutien pour continuer à, à réinformer, à être un média réellement indépendant, ça ne dépend que de vous. Pour ceux qui le peuvent, bien, vous pouvez nous aider en allant en bas de cette vidéo vers le lien de notre page Stripe, ou le lien vers Tipeee. Et sur le site de fpop.media, bien, vous pouvez prendre un abonnement, soit la petite version de l'abonnement, 2 € par mois, le prix d'un café, soit plus, 10 €, 25 € pour ceux qui le peuvent. Nous vous en serons gré. Vous avez vu au début de cette interview notre appel à souscription pour ceux qui voudraient être sociétaires de ce média. Bien, je vous invite, voilà, ceux qui en auraient la possibilité, en fait, pour 50 €, puisque la participation pour être sociétaire est de 150 €, et ceux qui ont accès à, qui payent l'impôt sur le revenu, bien, peuvent le déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Donc, au final, pour ces 50 €, bien, ça vous permet d'être sociétaire et donc de participer un peu plus à cette aventure médiatique, car nous comptons développer considérablement Fréquence Populaire tout azimut, et bien, vous pourrez en être et participer, entre autres, à l'élaboration, à la réflexion de notre ligne éditoriale, être un membre à part entière de Fréquence Populaire. Merci à tous, et je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt sur Fréquence Populaire.